l'actuel président des caricaturistes danois. Comme Kurt Vestergaard, il fait partie des 12 dessinateurs de presse choisis par le Jyllands-Posten pour donner un visage à Mahomet. Très proche de la rédaction de Charlie Hebdo, Refn est le premier dessinateur menacé de mort au Danemark en 2005. J'étais en ville avec des copains, j'étais en train de boire une belle bière de Belgique et mon téléphone sonne, c'est la police qui me dit où es-tu parce qu'il faut te protéger, il faut qu'on soit avec toi. Et ça m'a bouleversé. Ça c'était un vendredi comme tous les autres. Apparemment il y a un jeune homme à Aarhus qui a pris mon nom et qui a écrit mon nom et mon adresse sur sa main et il a dit à sa mère. Il avait 17 ans, il a dit il faut toujours que les terroristes parlent avec leur mère. Alors il a dit à sa mère je vais aller à Copenhague tuer ces deux gars-là. Et il est parti de chez lui. Et c'est à ce moment-là que la police est venue chez nous pour nous faire... Enfin on a dû déménager de chez nous. Il tombe de haut, Lars Refn. Se retrouver dans la peau d'un fugitif pour un petit dessin sans intérêt. Invraisemblable. À l'époque, on comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien fait, on a juste fait des petits dessins à la con. Et maintenant, il y a des gens qui veulent nous tuer. Et même quand les dessins, au mois de février 2006, ont passé dans Charlie Hebdo, j'ai parlé avec les gens de Charlie Hebdo, ils comprenaient pas du tout les dessins. Ils regardaient les dessins, ils disent « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» C'était pas des dessins à la Charlie Hebdo. Parce que les dessins à la Charlie Hebdo, c'est facile à comprendre. Ils ont un mec avec il se met la croix dans le cul, c'est simple à comprendre. Il y a pourtant une caricature danoise qui s'impose. Et ce dessin est signé Kurt Vestergaard. En plus, il est repris en masse par la presse internationale. C'est pas la première fois qu'il dessine une bombe, c'est pas la première fois qu'il met une bombe sur la tête de quelqu'un. Le dessin, apparemment, il provoque beaucoup plus que les autres dessins. Et Kurt Vestergaard est une personne qui n'a pas dit non. Nous autres, on s'est caché un peu. À l'époque, en 2005-2006, on s'est caché complètement, pour ainsi dire. Mais lui, il a voulu répondre à la presse. Et c'est son choix, quoi. C'est un provocateur, lui? Oui, c'est un provocateur. On va aller lui demander à l'artiste ce que ça fait d'être en liberté surveillée pour avoir défendu la liberté d'expression. Nous quittons Copenhague pour Aarhus, la deuxième ville du Danemark. Le rendez-vous avec Vestergaard a été organisé dans les moindres détails par les services secrets danois. Ce sont eux qui fixent les conditions de la visite. There will be some rules for this encounter. This is what is going to happen. We'll escort you to a facility around the back where I will need to push you all and look through your bags. And when we're done with that, we can go and see Kurt. When we get inside, we don't want any photos going out the windows. If you shoot video or photos out the windows, the bad guys can see where he lives. No videos or photos of me or my colleague or of any other tactical movements. Après 30 minutes de fouilles systématiques, nous avons le droit de rentrer dans la forteresse. À l'intérieur, tout est normal, mais à l'extérieur, que nous n'avons pas le droit de filmer, arbres coupés à mi-hauteur pour recevoir caméras et détecteurs de mouvement, plaques de béton rivetées sur les murs, vitres blindées, énorme 4x4 blindé lui aussi, prêt à démarrer à la première alerte. En 2007, on était très loin de ce niveau de protection quand sont arrivées les premières menaces. Vestergaard se souvient de ce jour où les services secrets lui annoncent que des tueurs préparent un attentat contre lui. Nous étions censés aller à Paris. Nous avions fait nos bagages et nous devions partir le lendemain matin. Et puis sont arrivées des personnes des services secrets, comme on les appelle. Et nous avons appris que nous devions fuir, et même que nous devions le faire tout de suite. Et là a commencé une période qui a duré, je pense, 6 mois, où nous avons été envoyés à gauche et à droite, dans ce qu'on appelle des lieux sûrs à la campagne. C'était une époque bizarre. Ces lieux sûrs, c'était des maisons d'été.
Mais c'était le mois de novembre. Il faisait sombre, il n'y avait pas de lumière. C'était vraiment une triste odyssée à travers le paysage danois et ses maisons d'été. Pendant ce temps, les services secrets mènent une enquête discrète pour rassembler les preuves qui amèneront à l'arrestation des 3 suspects. Quand nous avons appris qu'un groupe de terroristes le menaçait, je suis allé parler à Kort de ces menaces. Je lui ai dit qu'il fallait vraiment les prendre au sérieux. C'est dans une de ces maisons d'été discrètes que nous avons rencontré Frank Jensen, ex-directeur des opérations des services secrets danois. Je ne peux pas me prononcer sur ces lieux sécurisés, mais c'est clair qu'un endroit comme ici pourrait être une possibilité. À l'époque, Kort n'était pas habitué à ce genre de protection. Pour un oiseau libre comme lui, ça a été très pesant. Mais du point de vue de la police, c'est mieux d'éloigner la famille de son domicile et de ne rien dire à personne. Si on peut faire croire qu'il vit encore dans sa maison et qu'il n'y a pas de surveillance policière autour, alors il se peut qu'il y ait d'autres agresseurs qu'on ne connaissait pas qui vont essayer d'entreprendre quelque chose. Ainsi, on pourra leur mettre la main dessus. Tu ne pouvais pas te sentir chez toi. On était toujours en fuite. Ma femme a emporté des objets de notre maison, des bougies, des chandeliers, comme pour signifier « ici, c'est chez nous ». Vestergaard passe d'une maison à l'autre selon les consignes des services secrets. Un Danois d'origine marocaine et 2 Tunisiens sont arrêtés dans la région d'Aarhus, au Danemark, en février 2008. Kort peut enfin rentrer chez lui. Sa salle de bain a été transformée en chambre sécurisée blindée et la maison est sous vidéosurveillance. Le 1er janvier 2010, Mohamed Guillet, un jeune immigré d'origine somalienne, tente de le tuer. Kort avait 75 ans à l'époque. Il était seul dans la maison avec sa petite fille de 5 ans. J'aurais pu me lancer dans un combat rapproché avec le jeune homme, mais il était armé d'une hache et d'un couteau. J'étais conscient que j'allais perdre le combat. Ça allait se terminer dans un bain de sang, juste sous les yeux de Stéphanie. Alors je suis retourné me cacher dans la salle de bain, dans la pièce sécurisée. J'étais conscient que c'était le seul moyen d'attirer l'homme hors du salon, pour qu'il se focalise sur moi dans la salle de bain. Et c'est ce qu'il a fait. Il a essayé de casser la porte avec sa hache, mais il n'y arrivait pas. J'étais de l'autre côté et je me disais, combien de temps tout cela va-t-il durer? Et quand le Somalien s'est rendu compte que c'était impossible, il est ressorti et s'est retrouvé face à la police arrivée quelques minutes plus tard. Il a attaqué des policiers qui lui ont alors tiré dessus. L'agresseur a été blessé lors de son arrestation et condamné à 10 ans de prison. C'était la 3e tentative d'assassinat. Comment Kort a-t-il fait pour vivre normalement après ça? On a gardé le moral, je trouve, mais j'avais un profond sentiment de colère à propos de ces menaces. Au fond, j'ai travaillé dans mon propre pays, d'après les traditions danoises. Je n'ai rien fait de mal. Pourtant, le mal est fait. 5 ans plus tôt, en décembre 2005, une partie du monde musulman s'enflamme contre le Danemark. Lors de manifestations monstres, on met le feu aux ambassades. On s'attaque à des intérêts danois. On piétine, on brûle le drapeau. Et parfois par erreur, le drapeau suisse.
C'est un jeune imam danois, Ahmed Akkari, qui a allumé la mèche et propagé le dessein fatal dans le monde islamique. Ahmed Akkari est affilié aux Frères musulmans. Il organise avec d'autres islamistes une tournée au Moyen-Orient pour démolir la réputation du Danemark. Ils ont fait du Danemark une cible, comme ils l'ont fait pour Kurt et le Jyllands-Posten. Et le message qu'ils diffusaient, c'était « Regardez ce pays, c'est danois. Ils ont insulté le prophète. Tuez-les ». Ahmed Akkari profère aussi des menaces de mort contre un politicien danois en vue, Nasser Kader, un musulman très virulent contre les islamistes danois. Lui aussi est sous surveillance 24 heures sur 24 depuis des années. Durant notre rencontre, son garde du corps ne nous lâche pas d'une semelle. À cette époque, j'ai évidemment pris ces menaces au sérieux. Mais je n'en ai pas informé la police. Ce n'est pas tant Akkari lui-même qui m'inquiétait, c'était plus ceux qui écoutaient Akkari. On doit garder à l'esprit que quand un imam dit quelque chose, il y en a qui sont assis à la maison et qui se disent « Ouais, ça c'est une bonne idée ». Ahmed Akkari porte la responsabilité de 150 morts dans le monde. Il est responsable du fait que le Danemark est devenu une cible pour le terrorisme. Au retour de sa tournée au Moyen-Orient, courant 2006, Akkari sent qu'il est vaincu. À force de propos excessifs puis de doutes sur ses convictions islamistes, il baisse les bras, fait profil bas et s'éloigne de son milieu d'origine. Entre 2006 et 2013, il change progressivement de point de vue et fait son autocritique. Il présente des excuses à ceux qui l'avaient attaqué. En 2013, il donne une conférence qui signe définitivement son revirement. Nous sommes allés voir Oussama El Saadi, le responsable de la mosquée de Horus, où Ahmed Akkari a fait ses classes d'islamistes avant de faire figure de repenti. Je le connais bien. Ahmed était vraiment un bon type, mais aujourd'hui, il essaie de donner une autre image de lui-même, quand il s'excuse pour sa responsabilité dans un certain nombre de choses. Et nous n'aimons pas cette manière de faire. Nous sentons que les Danois n'acceptent pas non plus cette attitude. Ils ne le comprennent pas. J'ai moi-même parlé avec Akkari. Il est venu pour me demander pardon, à moi et à d'autres. Au fond, il voulait demander pardon à tout le Danemark, parce qu'il voyait bien qu'il avait pris un mauvais chemin. Lui aussi a reçu des menaces. Je crois qu'il est au Groenland. Là-bas, on peut peut-être le rencontrer. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de le débusquer, cet imam. Ahmed Akkari a su se faire discret depuis quelques années. Le premier contact téléphonique est difficile. L'homme se méfie. Il faut comprendre que là-bas, les villes ne sont reliées par aucune route. On ne peut se rendre d'un lieu à l'autre qu'en hélicoptère ou en traîneau tiré par des chiens. C'est très pénible de se déplacer au Groenland. Et quand on a compris tout ça, on comprend aussi qu'il y vit en sécurité. Ahmed Akkari est un repenti qui se cache et se refait une virginité au milieu des icebergs. Après 3 avions et un hélicoptère, nous débarquons dans le village où il se planque, un coin perdu au sud du Groenland. Il a choisi d'y aller seul parce que comme ça, il est sûr de ne pas être attaqué ni par ses amis ni par ses ennemis. Quand il y a moins 25 degrés, ça n'existe pas, le terrorisme. Alors, viendra pas. On communique par SMS avec Akkari pour convenir d'un rendez-vous. Rien n'est confirmé pour l'instant. On attend. Il finit par nous dire qu'il sera là, à 13h.
On se pose beaucoup de questions, comme tout le monde, sur la sincérité de son revirement. Un imam peut-il revenir sur les convictions islamistes dont il a été pétri depuis l'adolescence? Nous étions 27 organisations arabes, turques et pakistanaises dans cette histoire. Tout s'est focalisé sur moi. Mais je ne suis pas un chef mafieux qui n'a qu'à appuyer sur un bouton pour déplacer les foules. Mon image a été particulièrement souillée. Beaucoup de gens au Danemark me percevaient comme le diable. Bien sûr, j'étais dans le coup. Et j'étais convaincu que ce que nous faisions était juste. Ça, je l'ai reconnu et écrit. C'est en 2013 qu'Ahmed Akkari sort de l'ombre avec la publication de son livre « Mes adieux à l'islamisme », dans lequel il dit tout haut ce qu'il pensait tout bas depuis quelque temps déjà. Quand j'ai donné une conférence pour une association, j'ai reçu des cadeaux, du chocolat et d'autres choses, parmi lesquels une tasse avec le dessin de Kurt Vestergaard. Je l'ai prise et j'ai dit merci. Et je suis rentré chez moi. Le jour suivant, ma photo était affichée quelque part en Syrie et on me tirait dessus. Sur ce mur, quelque part en Syrie, se retrouvent côte à côte Akkari, Vestergaard, Kader et autres Danois dans le collimateur. Les gens des services secrets m'ont appelé et m'ont dit « Nous estimons que tu es en danger ». Je vivais alors à une adresse cachée. Je sortais déguisé dans la rue. Je comprenais l'importance du danger parce que quand des jeunes te traitent d'infidèle ou de blasphémateur, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils rendraient service à l'islam en te tuant. Si quelqu'un veut atterrir ici, c'est très facile à surveiller. C'est très isolé. Et en plus, au Groenland, il n'y a pas de musulmans, pas d'islamistes. Ça, c'est une chance. Aujourd'hui, s'il quitte le Groenland, même temporairement, il doit avertir les services secrets pour sa propre sécurité. Ironie de l'histoire, le héros de cette tragédie est maintenant balancé sans ménagement dans une comédie noire. De bourreau, il devient victime, à l'image de ceux qu'il avait condamnés quand il baignait dans son islamisme radical. Nous devons nettoyer ces milieux qui agissent au Danemark. Ils sont en train de se développer et nous devons faire quelque chose. Et moi, je peux aider. Mais il n'y a personne qui me croit, personne qui me fait confiance, qui pense que je peux être utile. C'est ça mon problème. Bien sûr que j'ai envisagé de rester au Danemark.